Et on est parti pour la quatrième partie du chapitre 5. Donc on va s'intéresser aux approches plus complexes. C'est un préambule, donc on va voir que au-delà de la question des fonctions de production qu'on a vu avant, donc qui correspond à dans quelle mesure, en augmentant le taux d'encadrement, on peut faire varier les résultats des élèves. Ici, on va s'interroger plus sur, l'importance du mode d'organisation des écoles et des professionnels de l'enseignement. On va voir un petit peu l'influence du mode de gouvernance. Et on va se rendre compte que, derrière, l'idée de financement public où on pourrait s'attendre finalement à ce que, ça fonctionne, chaque fois de la même manière, en fait non, il va y avoir une certaine hétérogénéité dans les systèmes. Donc, heu, plusieurs pays qui ont un financement public pour l'enseignement vont vraiment fonctionner de manière différente. Du coup, on s'interroge un petit peu pour voir dans quelle mesure, l'organisation de toutes ces écoles, de ces établissements et cetera, peut avoir un impact ou non sur les résultats, puisque les résultats des élèves ne sont pas les mêmes d'une école d'un pays à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Donc ici, on va distinguer 3 effets. L'effet maître, donc ça, c'est quand on dit que, beh, voilà, si on est passé par tel prof, donc par un autre, bah, on aura, ça a l'air de faire une différence en termes de résultats. L'effet établissement, donc c'est la même chose, mais transposé à une école. Donc là, c'est les élèves qui sortent de certaines écoles, qui finalement ont un niveau, plus élevé que d'autres. Et enfin, il y a l'effet pays, donc d'un pays à l'autre, on va avoir des variations, donc être scolarisé, dans tel ou tel pays. Si on regarde, à origine sociale équivalente, puisqu'évidemment il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres, des pays qui sont beaucoup plus riches, mais à origine sociale équivalente, on va voir que les performances peuvent varier, ce qui va montrer que l'organisation du système éducatif national joue un rôle. Alors, donc les déterminants de ces effets, donc ça correspond un peu, à l'effet maître. Donc on va demander: «Tiens, est-ce que c'est lié à la chance, le don, l'art?» L'effet établissement, est-ce que c'est, la manière dont, l'école est organisée, donc l'efficacité organisationnelle, mais locale, est liée à l'école ou et au niveau pour l'effet pays, on va se demander si la façon de gouverner le système éducatif à l'échelle nationale, selon, le modèle du plan ou le modèle du marché, si ça va aussi, avoir un impact finalement au niveau de l'efficacité. Donc on commence par s'interroger, au niveau individuel, donc à l'effet maître. Donc on va se demander pourquoi finalement est-ce qu'il y a des différences en fonction des enseignants? Une ancienne idée, c'était que c'était lié à un don, à quelque chose de d'inné, genre, comme si telle ou telle personne était de base, plus douée pour être enseignante que quelqu'un d'autre, ou enseignant d'ailleurs. Mais enseigner, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on sait faire à la naissance. Et du coup, l'idée de talent inné qui persiste parfois, elle est de plus en plus remise en question. Et à cause de toute cette remise en question et de cette problématique, on va vouloir sortir de cette logique du don individuel et on va s'intéresser plus, à ce qui se passe au niveau des équipes, des organisations collectives et cetera. Et c'est comme ça qu'on va embrayer vers l'effet établissement dans la diapo suivante. Voilà, donc l'effet établissement, lui, se joue au niveau de l'efficacité organisationnelle locale. Donc on va se poser les questions de savoir comment l'école est pilotée, quel type de collaboration il y a entre les enseignants, comment les ressources vont être mobilisées, bref, comment est-ce que l'école fonctionne finalement pour que, pour que les élèves atteignent un meilleur résultat. Donc on va dire que finalement les différences de performance d'un établissement à l'autre peuvent venir de pratiques professionnelles partagées, d'un climat scolaire spécifique, mais pas uniquement de qualités personnelles supposées. Hem, le graphique ici illustre assez bien en fait, cette idée. Donc, sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, on va, avoir un indice, socio-économique. Sur l'axe des ordonnées, on va avoir le score moyen des élèves de l'établissement, hem, à l'âge de 15 ans. Donc ici, on voit dans le titre qu'il est marqué que c'est leur score en lecture à l'âge de 15 ans, au score PISA, 2000. Et donc qu'est-ce qu'on va constater? Beh, déjà, on voit bien que tous ces points, donc chaque point représente, un établissement. Ben, plus, le point est situé à droite, plus l'indice socio-économique de l'école est élevé et plus le point
est élevé et plus les scores moyens des élèves de l'établissement est élevé. Et donc on voit que quand même ces points, ce nuage de points s'organise, sur, une droite assez, ascendante. Heu et donc en fait, ce qu'on va considérer, c'est que donc on a vraiment la droite de régression. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond un peu, à la moyenne, où est-ce que vous êtes censé vous trouver précisément. Évidemment, heu, dès que vous faites un petit peu plus ou un petit peu moins, on va pas considérer que vous êtes, hors norme. Donc, il y a, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc ça, c'est tout ce qui se trouve entre les lignes pointillées. L'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est un intervalle dans lequel on estime que la probabilité que si on refaisait un autre examen, vos résultats changeraient, elle est relativement faible puisque vous êtes en fait dans une gamme de valeurs attendues en fonction de votre profil. Donc on s'attend à ce que si vous avez un indice socio-économique de -1, que vous vous trouviez entre ce point-ci et ce point-ci en termes de résultats. Donc tant que vous êtes, dans cet intervalle, tant que vous êtes dans cet intervalle de confiance, on considère que vous êtes dans la norme, OK? Tous les points qui se trouvent au-dessus de l'intervalle de confiance, ce sont des établissements dans lesquels les élèves ont fait des plus hautes performances, donc ont obtenu un score plus élevé que ce qu'on aurait attendu compte tenu de leur indice socio-économique. Si vous vous trouvez en dessous de cet intervalle de confiance, alors à ce moment-là, c'est que les élèves de cette école, en moyenne, ont sous-performé, donc ils ont fait moins de points que ce qu'on aurait attendu compte tenu de leur indice socio-économique. Alors sur ce graphique, il faut aussi noter qu'en fait, la pente, on voit, elle monte relativement fort. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien fort entre l'indice socio-économique et les résultats des élèves. Donc, on voit ici, c'est en lecture, donc on peut s'attendre assez logiquement à ce que des élèves issus de milieux socio-économiques plus favorisés disposent, par exemple, de plus de livres à la maison, soient plus encouragés à faire leurs devoirs, etc., comme on l'a vu en sociologie, tandis que les élèves issus de familles euh, socio-économiquement plus faibles vont avoir vont être moins suivis à la maison, et cetera et donc vont moins performer. Heu, donc ça, c'est tout pour cette diapo, je crois. Précisons peut-être juste encore que donc cette idée qu'au fur et à mesure qu'on va monter dans les indices socio-économiques, on va avoir des résultats plus élevés, ça correspond aux théories de Bourdieu. Et finalement, l'effet établissement, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'effet, anti-Bourdieu, dans la mesure où, si tout était, parfaitement comme dans les théories bourdieusiennes, en fait, tous les établissements se trouveraient dans cet intervalle de confiance. Donc, ça veut dire que, on voit que les établissements arrivent à faire une différence au-delà des différences qui sont déjà liées à l'indice socio-économique. Si on monte encore d'un cran, donc avec l'effet pays, heu, donc ici on va passer au mode de gouvernance, est-ce que ça peut influencer, l'efficacité? Donc, pour l'effet pays, on peut se poser la question de savoir si les différences de résultats viennent des systèmes eux-mêmes. Donc par exemple, dans certains pays, on va avoir une gouvernance centralisée, dans d'autres, on va avoir une gouvernance décentralisée. Mais il faut quand même faire attention que d'un pays à l'autre, on a des différences non seulement en mode de gouvernance, mais pas uniquement. Il va aussi y avoir différents contextes culturels, les attitudes des élèves vont varier d'un pays à l'autre, le rapport des familles à l'école, et cetera. Tout ça, ce sont des choses qui vont venir aussi influencer les résultats des élèves et donc ce n'est pas toujours facile de voir dans quelle mesure le mode de gouvernance influence les résultats. Sur ce graphique-ci, en fait, on a gardé, c'est la ligne rouge et les petits points rouges, c'est exactement le même graphique que ce qu'on avait avant. La seule chose qui a changé, c'est qu'on n'a plus représenté, l'intervalle de confiance, qui était en petits pointillés. Et par-dessus ce graphique, en fait, on est venu superposer ce qui se passait en Finlande. Donc on a fait exactement la même chose, en bleu pour la Finlande que ce qu'on avait fait à la base pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Heu et donc on va voir qu'en Finlande, il y aura moins d'écarts de résultats qui seront liés à l'indice socio-économique. Donc la pente sera plus faible. On est ici, sur ce qu'on avait qualifié, dans les chapitres précédents d'égalitarisme catégoriel. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les résultats ne soient pas, liés justement à
l'indice socio-économique. C'est pas tout à fait disparu, parce que si on était vraiment dans un égalitarisme, catégoriel parfait, la courbe de régression bleue serait juste à l'horizontale, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on voit quand même qu'on s'approche beaucoup plus de cet idéal qu'en fédération Wallonie-Bruxelles. Heu, donc on voit donc on va parler d'un effet pays en termes d'équité catégorielle, heu et l'absence de points bleus vers la gauche, comme certains avaient souligné aussi en cours, beh, ça veut dire soit que finalement il y a personne qui a un indice socio-économique entre -1 et -1,5 en Finlande, soit que, les gens qui ont un indice socio-économique aussi faible se retrouvent dans des écoles qui sont moins hétérogènes que les nôtres, qui sont, plus hétérogènes que les nôtres, pardon, donc il y a moins de ségrégation, et donc on va avoir des écoles avec un public, mixte et donc du coup, les personnes issues de milieux socio-économiques plus favorisés vont faire remonter la moyenne de l'école. Ça, on ne sait pas. Donc on a parlé d'un premier effet, pays qui était, cet effet d'équité catégorielle. Il y a un deuxième effet ici qu'on voit aussi, c'est la hauteur des points, donc l'efficacité, l'effet pays efficacité, puisque, si on regarde par exemple, à indice socio-économique équivalent, donc par exemple si on prend ici au-dessus du zéro, on va constater que la majorité des points bleus sont quand même au-dessus des points rouges. Donc à indice socio-économique équivalent, en Finlande, ils obtiennent de meilleurs résultats. On voit quand même que ici ça vient un petit peu, se recroiser, donc nos établissements à nous, heu, produisent aussi de très bons résultats pour les élèves d'ISE élevés. Donc un tiers environ de nos établissements, du coup, ne sont pas mauvais, mais dès que le profil socio-économique va diminuer, on va voir que les résultats vont décrocher par rapport à la Finlande.